remercier Patrick de m'avoir invité d'ailleurs, et puis je remercie tout le monde d'être venu. J'espère que ce que je vais dire va vous intéresser. La modélisation, ça concerne en même temps les libertés individuelles, tout dépend de ce qu'on en fait. Voilà l'objectif de ce que je vais dire aujourd'hui. Donc cette modélisation, ça consiste à représenter un mécanisme physique ou un phénomène naturel par des équations. Ça, je parle de la modélisation mathématique, essentiellement là. Donc c'est un système d'équations qui est censé reproduire un phénomène physique ou naturel au départ. Alors il y a eu quelques expériences qui ont été faites, par exemple en thermodynamique, je cite rapidement le cas. Il y a une équation qui a été établie au XIXe siècle, une équation dérivée partielle d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, qui permet de reconstituer le mouvement de l'air autour des ailes d'un avion. Mais ça a été fait avant l'invention de l'aviation. Donc vous voyez qu'on trouve des choses en mathématiques, on ne sait pas à quoi ça sert au départ, et puis il se révèle qu'une centaine d'années ou 200 ans après, on en trouve une application qui est hautement intéressante, au point que j'ai vu une démonstration de la circulation de l'air autour des ailes de Concorde. Alors c'était un exposé à Normal supérieur, là. Donc il montrait le film réel, parce qu'ils arrivaient à montrer la circulation de l'air autour des ailes du Concorde, et ensuite ils ont montré la circulation de l'air simulée par le modèle établi, et c'était quasiment la même chose. Ça a été fait après la construction du Concorde, bien entendu, mais ça a servi à ça, entre autres. Donc on n'arrête pas de faire des progrès en modélisation dans les sciences exactes. Et maintenant, on fait de la modélisation dans les sciences sociales et on essaye de reproduire des phénomènes dans les sciences sociales à l'aide d'un système d'équations ou d'un organigramme aussi, parfois, etc. Voilà. Donc, j'ai divisé ce que je vais dire en deux parties principales. La première, c'est de montrer que la modélisation dans les sciences sociales est utile pour comprendre les mécanismes sociaux, mais qu'elle est confrontée aux limites dues à la nature des données, c'est-à-dire que les données en sciences sociales ne sont pas de même nature que les données en sciences physiques, en sciences exactes, en général. Donc, les deux modèles, on va les expliquer de façon un petit peu plus précise pour bien comprendre les propriétés qu'ils ont ou qu'ils n'ont pas, d'ailleurs. Et on va commencer par la concentration. Là. Voilà. La concentration des richesses, alors tout le monde a entendu parler de la concentration des richesses, évidemment, surtout tout le monde. Donc, certains sont pour, d'autres sont contre. Et en fait, ceux qui sont contre, ils ont un argument principal qui est que la concentration des richesses est insupportable par une partie de la population et qu'elle génère donc des injustices et que, par conséquent, il faut lutter contre cette concentration et aboutir autant que possible, évidemment, à ce qu'on appelle l'égalité des revenus, l'égalité réelle. Alors, en fait, ce raisonnement sur la concentration doit être argumenté, et donc, comme on parle de concentration, mais il faut quand même la mesurer pour savoir quand il faut intervenir et quand on ne doit pas intervenir, et en fait, c'est cette mesure qui pose problème. Alors, dans la première méthode que je vais vous donner, c'est une méthode basique que beaucoup connaissent déjà. On ordonne les salaires d'une entreprise, par exemple. Je prends un exemple plus concret, c'est plus parlant. Donc, on ordonne les salaires dans une entreprise par valeur croissante. Ça va de celui qui touche le moins à celui qui touche le plus. Et on sépare la population en 10 parties égales. C'est ce qu'on appelle les déciles. Et puis pour mesurer la concentration, eh bien, on prend le rapport du dernier décile, c'est-à-dire des 10% qui gagnent le plus, et aux 10% qui gagnent le moins. C'est ce qu'on appelle le rapport interdécile. Alors souvent, on se base sur ce rapport interdécile pour dire que la concentration est beaucoup trop élevée. En général, c'est ce qu'on dit. Mais en fait, on ne sait pas trop ce qu'on fait parce qu'on compare les 10% les salaires les plus élevés aux 10% les plus faibles, et on ne sait pas ce qui se passe au milieu. Et on ne sait pas quelle est, en plus, la valeur précise à partir de laquelle on va décréter que c'est trop concentré et en dessous de laquelle on va dire que c'est acceptable. Donc ça, c'est les deux problèmes qui se posent. J'ai fait une étude de cas que je présenterai juste après cette diapositive. Donc, on a un rapport interdécile que
viens de définir là, qui est égal à 11,2, et on a un rapport interquintile. Le rapport interquintile, c'est la même chose, mais au lieu de diviser la suite des salaires classés par ordre croissant en 10, on la divise en 5. C'est-à-dire que chaque partie représente 20% de la population. Et le rapport interquintile est égal à 6,87. Alors vous voyez qu'il y a un problème qui se pose aussi, c'est de choisir ce pourcentage, parce qu'on ne veut pas dire que le rapport interdécile est trop élevé, en disant que le rapport interquintile ne l'est pas. Donc on a quand même une ambiguïté, c'est de choisir de façon assez objective, entre guillemets, je mets bien des guillemets, hein, le pourcentage que l'on considère. Il faut savoir que plus le pourcentage considéré est faible, plus le rapport est faible. Est grand. Je me trompe de sens. C'est-à-dire que vous voyez que le rapport interquintile, c'est un pourcentage de 20%, 6,87. Interdécile, c'est un pourcentage de 10%, c'est 11,02. On peut prendre aussi le rapport intercentile, c'est-à-dire que, alors là, ça demande évidemment des données nombreuses, mais on prend les 1% qui gagnent le moins et on les compare aux 1% qui gagnent le plus. Parce que ce sera beaucoup plus élevé encore que le rapport interdécile. Ça, c'est une première contrainte. Quel est le choix que l'on fait? Alors, ça dépend. Si on veut dire que la concentration est beaucoup trop élevée, on peut prendre le rapport intercentile. Là, on est tranquille, ça va exploser. Mais si on veut montrer que le rapport n'est pas trop élevé, ben, on va prendre le rapport interquintile, par exemple, où là, c'est quand même relativement raisonnable. Alors, donc le salaire des 10% les moins payés est inférieur à celui des 20%. Il y a 38 minutes de passé déjà? Ah bon, non. Alors j'arrête. Le salaire des 10% les moins payés est inférieur à celui des 10%, etc. Donc il y a deux difficultés principales dont je viens de parler. Le choix du pourcentage et à partir de quelle valeur peut-on considérer que le rapport est trop élevé pour que ce soit acceptable. Alors pour régler le choix du pourcentage, il existe un coefficient, il y en a d'autres, hein, c'est le coefficient de concentration de Gini, dont beaucoup ont entendu parler. C'est un coefficient de concentration qui a été inventé entre les deux guerres, et qui est fondé sur la courbe de Lorentz. Alors la courbe de Lorentz, c'est une représentation de la concentration peu importe. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai donné des exemples ici sur le graphique, les 50% salaires les plus faibles représentent 50% de la somme totale. Les 90% salaires les plus faibles représentent 75% des salaires, de la somme totale des salaires. Ça veut dire que les 90%, c'est comme ça qu'il faut le lire, les 90% des salaires les plus élevés, ça correspond au 10e décile, représentent à peu près 25% de la somme totale. Voilà comment on lit la courbe de concentration. Alors cette courbe de concentration a été utilisée par Gini, parce que Gini a positionné cette courbe dans le triangle bleu et rouge. Alors en bleu, c'est ce qu'on appelle l'équirépartition, c'est-à-dire qu'on suppose que tous les salaires sont égaux. Ça, c'est l'objectif, hein, l'égalité des salaires, l'égalité réelle. Et en rouge, c'est l'inégalité la plus totale possible, c'est-à-dire que personne ne gagne d'argent sauf un. Alors, donc, c'est quand même assez aberrant d'imaginer une situation comme ça, de même que l'équirépartition est quand même une situation aberrante aussi. Mais Gini a eu l'idée donc d'évaluer la position de cette courbe dans le rectangle par sa surface. Alors voilà ce que ça donne. Ça, ce sont des données numériques, hein, ce n'est pas un dessin tracé en l'air. En gris, c'est l'air, en vert, pardon. Tiens, c'est vert, là c'est gris. Et la modélisation dans les sciences exactes, toujours. Ce qui est coloré, c'est la zone dont le coefficient de Gini mesure la surface. Alors en fait, on multiplie par 2, parce que la zone colorée là, varie entre 0, quand la courbe de concentration est confondue avec la diagonale, ça fait 0, et quand la courbe de concentration est confondue avec les frontières du rectangle, en rouge, eh bien la concentration
l'air est égal à 0,5. Alors pour avoir un coefficient qui varie entre 0 et 1, c'est tout bête, hein, on a l'habitude en statistique d'avoir des coefficients qui varient entre 0 et 1 ou entre moins 1 et 1. Donc là on multiplie par 2 et c'est tout. Alors ici, on a un coefficient de concentration qui est égal à 0,35. Alors ce coefficient de concentration ne dépend pas de pourcentage arbitrairement choisi, puisqu'il considère tous les pourcentages à la fois. Toute la répartition, toute la concentration est prise en compte à la fois. Alors donc ça règle le problème, effectivement, du choix du pourcentage. Là, on a une mesure qui ne dépend pas d'un choix, donc qui devrait être plus neutre. Mais on trouve d'autres inconvénients à cette courbe de concentration et à ce coefficient de Gini. Alors voilà un premier inconvénient, c'est que là, alors je vois bien sur mon écran, mais moins bien là-dessus. Alors vous avez une courbe O, A, B, je ne sais pas si vous voyez le point A, alors il est là, non on ne voit pas, il est en O, A est là, C est là-haut, voilà la première courbe de concentration. Et puis on a une autre courbe de concentration, O, B, C. Donc ce n'est pas du tout la même concentration, parce que pour O, A, B, eh bien, 45% des salaires représentent à peu près 10% de la somme totale. Et pour O, B, C, c'est 20% des salaires représentent à peu près 25, 75, 70%, enfin bref, quoi. Je ne vois pas là. Ça ne fait rien. Alors ce sont deux courbes de concentration, vous voyez, en jaune, et l'aire de la surface considérée est la même. Alors, ça s'explique de façon mathématique assez élémentaire, c'est tout simplement parce que la droite AB est parallèle à la diagonale OC. Tout point ici, par exemple O, ce point-là jusqu'à C, donne un coefficient de concentration égal à 0,35. C'est toujours le même. Donc vous voyez que la courbe de concentration donne un chiffre, mais que ça représente quand même relativement mal la concentration, parce que là, les deux concentrations sont les opposés l'une de l'autre. Alors on le voit avec les rapports interdéciles. Pour un même coefficient de Gini égal à 0,35, les rapports interdéciles sont respectivement de 7,40 et 4,09. Donc on n'a pas réglé le problème de l'évaluation de la mesure. Parce qu'on a un coefficient de Gini de 0,35, à partir de quand est-il grand ou pas? À partir de quand n'est-il plus acceptable? On n'en sait rien, parce que là, on a deux courbes de concentration, dont l'une n'est pas acceptable, finalement. Et puis, les rapports interdéciles sont différents, alors que le coefficient de concentration est le même. Donc ça pose des problèmes au niveau de l'interprétation. Alors, ce n'est pas la seule difficulté posée par le coefficient de Gini. Bon, je ne peux pas insister sur les autres, parce qu'il y a encore pas mal de choses à dire. Mais en résumé, les rapports interquantiles sont très dépendants des faibles valeurs. Alors ça, j'ai fait l'expérience. C'est-à-dire qu'on diminue les petites valeurs, et ça fait augmenter le rapport interdécile ou interquartile, ça fait augmenter le rapport, quel que soit le pourcentage considéré. Hein. Inversement, si on augmente les petites valeurs, ça le fait diminuer. C'est-à-dire que quand on fait de la redistribution de revenus, on augmente les faibles valeurs et on diminue les valeurs élevées, parce que le prélèvement, il faut bien qu'il se passe quelque part. Donc on diminue la concentration, ce qui est l'objectif recherché d'ailleurs pour l'objectif d'égalité réelle. Hein. Ensuite, deux coefficients de Gini peuvent être égaux avec des rapports interquantiles différents. L'interprétation de la valeur de la concentration n'est pas argumentée, alors tout ça je l'ai dit. Et puis il faut penser à une chose aussi, ça c'est du calcul, mais au niveau plus social, si vous voulez, c'est que la concentration initiale des richesses, on n'y pense pas, parce qu'on parle toujours de la concentration initiale des richesses distribuées, mais en fait la concentration initiale des richesses, c'est la concentration initiale des richesses produites, à condition évidemment que chacun bénéficie de sa propre production. Mais en principe, c'est quand même la production des richesses produites. Autrement dit, on redistribue la production des richesses produites sans tenir compte de ceux qui fabriquent ces richesses. La comparaison des concentrations n'a pas toujours de sens. Alors ça s'explique, c'est-à-dire qu'on trouve beaucoup
de comparaison entre des coefficients de concentration entre l'Allemagne, la Suède, la Finlande, l'Espagne, la France, tous les pays de l'OCDE d'ailleurs, hein, on trouve des comparaisons, mais ça dépend beaucoup d'autres facteurs qui ne sont pas pris en compte dans le calcul. Par exemple, j'ai dit tout à l'heure que quand les salaires du premier décile étaient faibles, ça avait tendance à augmenter la concentration. Eh bien, quand on compare le rapport ou le coefficient de concentration, d'ailleurs, l'effet est le même, hein, quand on compare deux pays différents, par exemple en France, on a beaucoup de salaires qui sont relativement faibles, en particulier par l'immigration, parce que l'immigration, c'est l'immigration en provenance des pays pauvres. Et dans d'autres pays qui sont tout autant socialistes que nous, entre guillemets, comme la Suède ou comme le Danemark, il y a beaucoup moins d'immigrés. Alors je ne parle pas des immigrés qui arrivent maintenant, hein, c'est des immigrés qui en France sont là depuis 20 ans, ou des descendants d'immigrés, etc. Mais il y a beaucoup moins d'immigrés, donc la concentration est moins élevée. Donc comparer les coefficients de concentration, ça dépend de tas d'autres facteurs, comme là je donne un exemple concret d'ailleurs. La comparaison des concentrations n'a pas de sens quand on compare les salaires dans un hypermarché, où il y a beaucoup de personnel qui sont payés au SMIC, et quand on travaille à la concentration que l'on calcule dans une entreprise de haute technologie, où là, il y a beaucoup plus de gens qui gagnent beaucoup plus d'argent, parce qu'il y a beaucoup plus de compétences qui sont nécessaires. Conclusion, la redistribution des richesses, à mon avis, ce n'est pas un argument valable pour justifier la redistribution. Voilà la conclusion. Ce n'est pas un argument valable au niveau technique, au niveau scientifique. Ce n'est pas une raison valable. On ne peut pas l'utiliser de façon valable pour justifier ou non la redistribution des richesses, que ce soit au plan scientifique ou au plan social. Alors après, il y a d'autres façons de procéder, il y a des raisons politiques, il y a tout ce qu'on peut imaginer, mais ça c'est autre chose. Alors, le deuxième modèle dont je vais parler, c'est l'ascenseur social. Ça encore, on en parle beaucoup, de l'ascenseur social, et c'est le mécanisme qui permet à des jeunes issus de milieux populaires d'accéder aux classes dirigeantes. Voilà. Alors c'est considéré en France comme une mesure du fonctionnement démocratique et de la promotion par le mérite. Son fonctionnement est actuellement critiqué, de même que la difficulté pour les enfants de cadre à occuper un poste équivalent à celui de leurs parents. C'est-à-dire qu'on proteste contre les deux à la fois. Et là, ça va poser un problème, ce qu'on va voir tout à l'heure. Alors, l'erreur classique, c'est d'interpréter les statistiques directement sans prendre en compte la globalité du problème. Et c'est une erreur que j'ai trouvée de façon assez caractéristique dans un article publié dans une revue, dont je ne me souviens plus du nom d'ailleurs, par le journaliste Olivier Postel-Vinet. Le pourcentage des élèves de 4 des plus prestigieuses de nos écoles est issu de milieux populaires est tombé de 29% à 9% entre 1950 et 1990. Alors évidemment, c'est très choquant, a priori, parce que bon, on a l'impression qu'il y a une chute considérable de la promotion au mérite. Mais en fait, le calcul n'est pas bon. Parce que en 1950, les classes populaires représentaient 95% de la population. Ça, on ne s'en souvient pas, mais c'est quand même le cas. J'ai cherché des statistiques là-dessus. Et en 1990, les classes populaires, les mêmes classes populaires, représentaient 32%. Donc il y a moins d'enfants de classes populaires maintenant qu'il y en avait en 1950, beaucoup moins. Et par conséquent, c'est normal qu'il y en ait moins qui accèdent dans les écoles, dans les 4 écoles considérées. Donc, c'est une erreur classique, hein, faut pas, tout le monde la commet, même moi, hein, je peux le savoir, si vous voulez. L'intuition est là, ça confirme ce qu'on pense a priori, donc on y va. Alors qu'en fait, il faut toujours le recul pour essayer de comprendre les chiffres. Ah. Bon, c'est là, voilà. Alors l'analyse de l'INSEE, c'est une analyse que j'ai trouvée sur Internet, hein, qui est disponible. C'est l'analyse de l'ascenseur social. Donc l'INSEE a fait une étude sur les familles. Hein, et, alors, je sais pas, évidemment, on ne voit pas bien. Si, on voit bien. Bon, alors, donc, on va considérer les familles dont le père est ouvrier, là.
et on répartit les enfants suivant la classe sociale à laquelle ils accèdent. Voilà la démarche. Donc ici, par exemple, on constate que donc, il y a 9% des enfants de pères ouvriers, là, qui accèdent à la classe cadre. Donc ça permet de visualiser, ce graphique permet de visualiser le passage par génération d'une classe à une autre. Et on voit qu'effectivement, quand on a un père ouvrier, ben, les enfants ont du mal à aller directement dans la classe cadre. Directement, mais ça ne veut pas dire comment dire, par le jeu des générations, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas y accéder. Bon, pour le père employé, il y en a plus qui accèdent à la classe cadre, et pour le père profession intermédiaire, ben, il y en a 25% qui accèdent à la classe cadre. Et les pères cadres, on se voit que les pères cadres, ben, ça passe de 45% d'enfants dans les cadres, c'est-à-dire qu'il y a près d'un enfant de cadre sur deux qui n'accède pas à la même catégorie que son père, et ça semble bien confirmer aussi ben, la première critique qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'enfants qui ne réussissent pas à avoir une situation équivalente à celle de leurs parents. Alors c'est à partir de là qu'on va construire un petit modèle en fait, hein, et puis qu'on va mieux visualiser ce qui se passe. Alors, les statistiques de l'INSEE sont insuffisantes pour répondre correctement à la question. Alors ça, je vais passer rapidement parce que, en fait, elles sont insuffisantes par manque de données. C'est-à-dire que l'INSEE a étudié l'Île-de-France et puis il n'a étudié que la profession du père, pas la profession de la mère, ce qui est quand même un petit peu regrettable. Et il a étudié les enfants des deux sexes quand même. Hein. Donc on peut considérer que c'est un peu insuffisant, ça a été limité dans le temps en même temps, hein, ben, ça forcément, mais c'est quand même un petit peu insuffisant comme, pour généraliser, quoi. Ah. Voilà. Donc la démarche de l'OCDE, il y a eu une série d'enquêtes qui ont été faites par l'OCDE, qui ont fait l'objet d'ailleurs de plusieurs articles publiés dans les journaux, hein, on les trouve sur Internet aussi. Ça suit exactement la même démarche que celle de l'INSEE. C'est la même démarche que celle de l'INSEE, c'est-à-dire qu'on étudie le passage d'un enfant à la classe sociale qu'il va occuper en fonction de la classe sociale de son père. Alors, ce n'est pas les classes sociales que prend l'INSEE, ce sont les déciles de revenus. Vous voyez qu'on retrouve le problème de la notion de décile qu'on avait avant. Alors, c'est important parce que c'est pas la même chose, finalement. C'est-à-dire qu'en France, on mesure la promotion par le mérite par l'ascension sociale, c'est-à-dire au niveau de la profession, au niveau de l'appartenance à une catégorie, et dans les autres, l'OCDE mesure la promotion par le mérite par une augmentation de salaire, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, surtout en France, peut-être. Mais enfin, l'INSEE aboutit à peu près au même résultat, l'OCDE a abouti à peu près au même résultat que l'INSEE. Voilà, donc on va passer à la suivante. Alors, donc, on va essayer d'évaluer quantitativement l'ascenseur social. Alors, pour ça, je me suis dit qu'il y avait des méthodes qui sont classiques, hein, et on va essayer de mesurer la distance parcourue en moyenne par les enfants en fonction de la catégorie de leur père. C'est-à-dire qu'en fait, quand un enfant reste dans la classe de son père, ben, son parcours est nul. Quand il accède à la classe immédiatement supérieure, on va la noter 1, donc il saute une classe. Quand il accède directement à la classe 2 fois supérieure, on le code 2, 3, et ça va jusqu'à 3 d'ailleurs, hein, puisque on a l'ouvrier 0, employé 1, profession intermédiaire 2, et cadre 3. Donc on peut mesurer comme ça la distance moyenne parcourue par les enfants d'ouvriers. On trouve 1,12, c'est-à-dire qu'en moyenne, les enfants d'ouvriers sautent un peu plus d'une classe. Alors évidemment, c'est un petit peu abstrait, 1,12, on saute une classe. Bon, mais c'est comme le nombre d'enfants moyens par femme, hein, ça tombe pas toujours rond. Et puis on peut le faire aussi pour les enfants des professions intermédiaires, alors pour les enfants d'employés, pour les enfants de cadre. Alors on s'aperçoit d'une chose, c'est que les enfants d'ouvriers montent plus d'une classe et les enfants de cadre descendent de un peu moins d'une classe.
Mais quand on réfléchit, ben c'est normal. Parce qu'on ne peut pas promouvoir des enfants dans une catégorie supérieure sans que des enfants de pères appartenant à cette catégorie supérieure n'y accèdent pas. Donc c'est en particulier pour les cadres, parce que pour les professions, pour les autres professions, il y a toujours la possibilité de monter. Mais les enfants de cadres ne peuvent pas monter là. Donc ils ne font que descendre. Donc ça montre déjà une incompatibilité entre les deux réflexions qu'on se fait, c'est-à-dire la promotion par le mérite est déficiente et les enfants de cadre ne parviennent pas à une situation équivalente. Ben, les deux sont contradictoires. Voilà. Alors ça peut se généraliser, hein, ça peut se généraliser parce qu'on peut faire un calcul, oui, on peut faire le calcul de la distance moyenne parcourue, on trouve 0,14, c'est-à-dire qu'en règle générale, il y a une augmentation de la classe sociale chez les enfants. Donc ça veut dire que l'ascenseur social marche, en fait. Je ne dis pas qu'il marche bien, mais il marche. Pour dire qu'il marche bien, il faudrait établir des statistiques par rapport à ce qui se passait il y a quelques années, et là on pourrait voir si ça s'est amélioré ou pas. Mais en fait, c'est plus compliqué que ça. Donc on peut faire exactement le même calcul sur les déciles, par la démarche de l'INSEE qui prend les déciles. Alors au lieu de prendre premier décile, deuxième décile, ça irait de 0 à 9, puisqu'il y en a 10, bien, là ça peut être plus précis, c'est-à-dire qu'on peut prendre le revenu moyen par décile. C'est-à-dire que quand l'enfant change de classe, il passe donc de la classe d'ouvrier à la classe des employés. Là, il passera du premier décile au deuxième décile. Et donc, la distance qu'il va parcourir, c'est la différence entre les moyennes des revenus dans chaque décile. Et puis, et ça se continue comme ça. Donc, c'est exactement la même chose, mais ça ne représente pas le même phénomène, puisque ce sont les revenus qui sont étudiés et non pas les catégories sociales. Donc, quelques remarques générales. Donc, la modélisation de l'ascenseur social montre que l'ascension des uns est inséparable de la descente des autres. Elle peut être complétée par une mesure globale, tenant compte de toutes les catégories. C'est ce que j'ai fait, c'est la moyenne de 0,14 qu'on a trouvée, là. Donc, on prend toutes les catégories. Alors, il y a une différence de calcul au niveau des catégories sociales et au niveau des déciles, parce que les déciles, ils ont tous le même effectif, par définition. Les catégories sociales, les effectifs changent d'une année sur l'autre. Bon, ces résultats ne font que décrire son fonctionnement, mais génèrent une recherche des causes de sa lenteur ou de sa vitesse. Alors pour ça, on peut se dire pourquoi en France, en 2020 par exemple, la vitesse était de 0,14 et pourquoi en 2018 elle était de 0,17, etc., etc. Mais enfin, pour ça, il faut faire des calculs, mais là, c'est quand même assez comparable. J'ai sauté le... Voilà, donc pour interpréter cet ascenseur social, pardon, là, il faut que je revienne en arrière, voilà, décidément. Ces résultats ne font que décrire le fonctionnement. Oui, alors ce fonctionnement, si vous voulez, l'objectif de la mesure n'est pas de produire une mesure elle-même. C'est surtout que ça amène un questionnement, par exemple, un questionnement, par exemple, c'est le questionnement d'ailleurs qu'ont eu les auteurs des analyses, hein, pourquoi l'ascenseur social en France marche-t-il moins bien qu'ailleurs? Voilà la question posée par les auteurs de ces articles. Pourquoi? Alors ils cherchent des causes. Alors c'est des causes sociales, par exemple, en France, le système éducatif qui marche mal, les avantages sociaux qui sont accordés aux professions de bas revenus, mais dont ne bénéficient pas les catégories moyennes, etc., etc. Ils cherchent des arguments, mais cette fois, c'est une recherche d'explication. La mesure débouche sur une recherche d'explication et donne un sujet de débat. Voilà exactement ce qui se passe. Bon. Alors. Voilà, alors maintenant on va généraliser un petit peu tout ça. C'est-à-dire qu'en fait on va parler de la modélisation essentiellement en sciences économiques. Ça c'est de la modélisation en sciences sociales, hein, donc c'est bien clair, mais en sciences économiques ça se passe d'une façon un petit peu différente.
il y a beaucoup d'économistes qui considèrent que les sciences économiques font partie des sciences exactes. C'est à l'origine d'ailleurs du socialisme. Hein, Marx lui-même parlait du marxisme scientifique, hein, c'était clair. Hein. Donc, pourquoi il y a eu cette adhésion d'un certain nombre d'intellectuels au socialisme? On en parlait tout à l'heure avec quelqu'un, là, avec, je ne sais plus qui, là. Enfin bref. Pourquoi cette adhésion au socialisme? C'est tout simplement parce que la réussite de la modélisation dans les sciences exactes sont à l'origine du développement économique et industriel. Et les intellectuels se sont dit, mais si ça a marché pour développer l'économie et pour développer l'industrie, ça devrait marcher pour développer le social. Et ils ont adhéré en masse à cette idée. Il y en a encore un certain nombre qui sont convaincus, c'est pas seulement des intellectuels d'ailleurs, hein, maintenant les intellectuels le sont peut-être un petit peu moins, mais ça marche encore comme ça. Voilà, donc on va chercher, les économistes cherchent à modéliser, mais non pas pour établir un débat, ils cherchent à modéliser pour représenter le mieux possible le fonctionnement économique de la société. Donc on invente des modèles qui sont, j'en ai pas mis là parce que c'est des modèles qui sont très très complexes au niveau mathématique, et les gens qui font ça sont souvent des mathématiciens chevronnés, c'est-à-dire c'est des polytechniciens essentiellement, qui occupent les postes au ministère de l'économie, au ministère de l'industrie, etc., etc. Ce sont le ministère de l'économie, par exemple, tous les responsables de la statistique nationale en France sortent de Polytechnique et ils ont fait ensuite une spécialisation en statistique. Mais ils sont un petit peu, à mon sens, hein, aveuglés par la technique et ils perdent de vue ce que ça représente en fait. Alors l'exemple le plus classique, c'est celui de l'éducation nationale où pendant des années, de nombreuses années, c'était Claude Tellot qui était directeur des programmes et de la prévision, et il a mis en place un système qui répondait aux objectifs de l'administration, c'est-à-dire quand l'administration a dit, par exemple, qu'il faut 80% de reçus au bac, ben c'est arrangé pour qu'il y ait 80% de reçus au bac. Mais il n'a pas compris que ce n'étaient pas les mêmes. Et c'est ça l'inconvénient. Et je dis l'exemple du bac parce que c'est plus parlant, mais ça a été systématique. Hein. Et d'ailleurs, vous pouvez regarder, toutes les réformes du ministère de l'Éducation nationale ont réussi d'après l'Éducation nationale. C'est-à-dire que les objectifs ont toujours été atteints, mais ce n'est pas les mêmes objectifs que ce qu'on espérait. Voilà, donc il y a une citation ici de Hayek. On ne peut mettre en doute le fait que la manière dont les hommes ont appris à organiser les forces naturelles au cours des 100 dernières années a largement contribué à former la croyance selon laquelle un contrôle similaire des forces sociales apporterait une amélioration comparable de la condition humaine. Donc l'objectif du socialisme, ce n'est pas du tout la privation de liberté, ce n'est pas du tout la privation de richesse, c'est pas du tout ça. Hein. L'objectif du socialisme, c'est bien d'accroître d'améliorer la condition humaine. Alors bon, ça on ne va pas continuer là-dessus parce que tout le monde est d'accord là-dessus, je pense. Hein. Mais en fait, l'explication, c'est ça. Et donc, on a d'éminents scientifiques qui ont adhéré complètement au socialisme hein, dès le début. Hein. Par exemple, Karl Pearson, dont certains statisticiens ont entendu parler. Pearson, c'est un statisticien du début du XXe. Hein. C'est un statisticien vraiment qui a fait des travaux considérables. Hein. C'est vraiment quelqu'un de très très fort en statistique, mais il était complètement adepte, non pas du socialisme, lui il était complètement adepte d'une théorie qui confiait aux meilleurs la responsabilité de diriger les pays. Systématiquement, et les meilleurs, évidemment, c'était les scientifiques. Alors que, bon, c'est pas du tout évident que ce soit les scientifiques qui soient les meilleurs pour diriger un pays. Mais lui, il était convaincu de ça. En même temps, d'ailleurs, il a soutenu l'eugénisme de Galton, vous voyez. Donc, il n'était pas très clair quand même au niveau social. Que demande la modélisation en économie? Ben, ça demande
une connaissance très complète de l'environnement du mécanisme. Alors cette connaissance très complète, ben forcément, si on veut représenter de façon la plus précise possible le fonctionnement d'un système économique, il faut connaître toutes les données qui y interviennent. Parce qu'autrement, ben, on ne peut pas obtenir de grandes précisions. Donc dès 1953, Hayek expliquait l'impossibilité de connaître toutes les constantes dans le modèle de Walras-Pareto sur l'équilibre des prix. Alors, le modèle de Walras-Pareto, je ne l'ai pas mis parce que c'est du calcul matriciel. Alors on ne va pas se lancer dans le calcul matriciel. On inverse des matrices d'ailleurs, ce qui pose des problèmes techniques. Mais il faut connaître, pour appliquer le modèle, il faudrait connaître toutes les valeurs nécessaires. Et on ne les connaît pas. Et Pareto, d'ailleurs, ça je ne vais pas plus loin là, d'ailleurs, Pareto avait complété la réflexion de Hayek en disant qu'on ne les connaîtra jamais. Alors ça c'est plus discutable parce que maintenant, avec le développement des banques de données, on arrive à en connaître énormément. Mais on est confronté à d'autres difficultés qui sont des difficultés, cette fois, purement mathématiques. Là, je donne un exemple. Vous voyez, pour un système économique qui fait intervenir 10 facteurs, il faut connaître les 1024 interactions entre ces 10 facteurs. Il y en a 1024, hein, parce qu'il y a les interactions 2 par 2, 3 par 3, 4 par 4, etc. Ça en fait 1024. Déjà, c'est compliqué. Et quand on passe à 100 facteurs, ce qui n'est pas énorme, eh bien c'est 10 puissance 30. Alors c'est impossible. Donc on est confronté à ce problème-là. Et on est confronté aussi au problème du calcul mathématique. Alors je vais vous expliquer. Donc j'ai pris l'exemple qui a été cité par un économiste et un mathématicien qui s'appelle Morgenstern. Morgenstern, c'est l'inventeur de la théorie des jeux. Enfin, c'est un des inventeurs de la théorie des jeux, qui est une théorie mathématique assez puissante. Donc je ne vais pas développer ça. Et il déclare: il serait certainement injustifié de prétendre atteindre un haut degré de précision dans les données économiques. On rencontre cependant cette prétention un peu partout. Elle est en particulier souvent revendiquée par les gouvernements qui ont la responsabilité de décisions économiques cruciales. Alors il donne un exemple de calcul tout simple. Donc vous avez un système, j'ai quand même réussi à mettre un système de 2 équations à 2 inconnues. Alors on cherche les 2 valeurs x et y, telles que x moins y soit égal à 1, et x moins 1,00001y égale 0. Donc la solution est en dessous. On trouve x égale 100 001 et y égale 100 000. Alors on va changer maintenant un tout petit peu les coefficients, et au lieu de mettre 1,5 fois 0,1, on met 0,9 fois 9, 5 fois 9. Donc vous voyez qu'on change le coefficient un tout petit peu. Ça inverse quasiment les résultats numériques. Donc il y a une très forte instabilité, là, parce que si les coefficients, on les connaît à 20% près ou à 10% près, tout peut changer. Voilà le résultat. Hein. J'ai d'autres exemples de calcul numérique, mais qui sont plus techniques. Un livre de Hayek, justement, là, qui me paraît assez caractéristique de ce qui se passe. Alors, l'homme systématique croit qu'on peut disposer des différentes parties du corps social aussi librement que des pièces du jeu d'échecs. Il oublie que les pièces du jeu d'échecs n'ont d'autre principe que le mouvement que la main qui les déplace, et que, dans le grand jeu des sociétés humaines, chaque partie a un principe de mouvement qui lui est propre, et qui est absolument différent de celui dont le législateur fait choix pour le lui imprimer. Quand ces 2 principes coïncident et ont la même direction, le jeu de la machine sociale est facile, harmonieux et prospère. S'ils sont opposés l'un à l'autre, ce jeu est discordant et funeste, et la machine sociale est bientôt dans un désordre absolu. Donc en fait, pour résumer, Adam Smith compare la société à un jeu d'échecs, et il explique que la modélisation, qui consiste à gérer chaque pièce, le jeu d'échecs consiste à gérer chaque pièce pour gagner la partie, mais que dans la société, on ne peut pas gérer chaque individu dans un intérêt général. Voilà ce que dit Adam Smith. En fait, pour
éviter la contradiction entre les objectifs planifiés et les libertés conditionnelles et le désordre absolu qui en résulte, le pouvoir politique dispose de deux moyens. Alors ça veut dire qu'il faut contraindre les individus à obéir au mouvement décrété en fonction de l'intérêt général. Donc ça revient à considérer les individus comme les pièces d'un jeu d'échecs. Et donc effectivement, si on oblige les individus à suivre le mouvement décrété dans l'intérêt général, on peut espérer que ça supprime les contestations et que ça ne provoque pas de désordre absolu. Bon, mais malheureusement, ce n'est pas le cas, parce que les individus ne sont pas des pièces du jeu d'échecs. Donc on dispose de la coercition, ça c'est le premier point, la coercition, c'est-à-dire qu'on oblige les gens à faire comme si et pas à faire autre chose. Et puis on dispose aussi du changement des mentalités individuelles par la législation et l'éducation. La loi limite l'expression publique et privée, impose les normes morales et sociales, et effectivement, tout ça est diffusé par l'école et par l'ambiance générale. Et donc l'État devient en fait le seul détenteur de la morale légitime. Je fais évidemment un parallèle avec le seul détenteur de la violence légitime. Là, l'État devient le seul détenteur de la morale légitime, tout en s'attribuant quand même le privilège de ne pas être obligé de la respecter. Par exemple, j'ai pensé aux discriminations. Alors les discriminations sont strictement interdites dans la loi, mais l'État est le premier discriminateur, puisqu'il n'y a qu'à regarder la discrimination par l'âge, la discrimination par le revenu. Par exemple, actuellement, les jeunes de moins de 70 ans ont droit à une prime. Quand on a plus de 70 ans, on n'y a pas droit. Quand on gagne plus de 2500 € par mois, on n'a pas droit. Quand on gagne moins de 2500 €, on a le droit. Donc c'est bien de la discrimination. Et l'État ne se prive pas de faire de la discrimination et qu'il interdit de faire aux particuliers et aux entreprises. Parce que la discrimination est également interdite aux particuliers. C'est-à-dire qu'une mère catholique pratiquante n'a pas le droit de refuser un jeune musulman pour garder ses enfants, ce qui est quand même assez aberrant. Enfin, disons que la raison ne peut pas être celle-là. Donc en conclusion, l'État est chargé de promouvoir l'intérêt général défini par la majorité. Il prête à la modélisation des concepts sociaux, c'est-à-dire le coefficient de la concentration et l'ascenseur social, dont j'ai donné des exemples, enfin il y en a d'autres, hein, évidemment. Donc il prête à cette modélisation des propriétés qu'elle n'a pas, ou pas toujours, mais en déduit une argumentation, qui est l'égalité réelle, qui justifie l'application d'un modèle économique. Donc en considérant que tout le monde est égal, eh bien, ça revient à un jeu d'échecs, évidemment, que l'on peut manipuler. Alors, lorsque ce modèle est imposé sur les individus, comme les régimes obligatoires de la sécurité sociale, les intérêts particuliers contrariés peuvent être nombreux et même majoritaires. L'action de l'État devient alors contraire à la démocratie, puisque les principes de liberté, d'égalité en droit, évidemment, etc., ne sont plus respectés. L'État contredit donc les droits et libertés constitutionnelles sur lesquels il est fondé. Donc, j'ai terminé, à peu près. Hein, c'est bien. Bravo. Merci.